Quelle fiscalité s'applique aux crypto-monnaies? Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Alors la fiscalité, c'est vraiment un sujet qui nous concerne tous et encore plus en ce moment étant donné que nous sommes en période de déclaration. Alors du coup, forcément, beaucoup d'investisseurs crypto commencent à se renseigner sur ce sujet-là et se rendent compte que c'est pas si évident que ça. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de faire une vidéo à ce sujet pour traiter de la fiscalité générale afin que tu comprennes où est-ce que tu mets les pieds. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens quand même à préciser quelques points qui vont être très importants. Le premier, c'est que je ne suis pas fiscaliste. Je me suis d'ailleurs fait accompagner pour réaliser cette vidéo par un avocat fiscaliste. Alors en l'occurrence, c'est Axel Saban, l'associé principal du cabinet Revo Avocat. Je le remercie d'ailleurs pour son aide. Deuxièmement, la fiscalité se traite toujours au cas par cas, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mêmes situations, les mêmes revenus, on va pas tous déclarer la même chose et donc forcément, on va pas tous être imposés de la même façon. Troisièmement, beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a que la flat tax, mais c'est faux, il y a d'autres régimes qui vont s'appliquer, y compris pour les particuliers. D'ailleurs, tu auras l'occasion de le voir dans cette vidéo. Et enfin, dernièrement, on va toujours déclarer les revenus en année N-1. C'est-à-dire que là, nous sommes en 2023, nous déclarons donc les revenus de 2022. Donc voilà pour les petites précisions. Alors maintenant, pour commencer, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on va reconnaître 3 grandes activités concernant les crypto-monnaies. Donc la première, c'est l'activité sur les plus-values sur actifs numériques, qui va concerner les particuliers et qui sera imposée à hauteur de 30% avec la fameuse flat tax, qu'on appelle également PFU pour prélèvement forfaitaire unique. La deuxième activité, c'est celle du mineur qui est imposée dans la catégorie des BNC. Et enfin, la troisième, c'est l'activité de trader qui, elle, par contre, est imposée dans la catégorie des BIC. Alors attention cependant pour les traders, car depuis le 1er janvier 2023, ils sont imposés dans la catégorie des BNC. Cependant, comme je l'ai dit, cette année, on déclare les revenus de 2022. Donc pour le moment, c'est toujours les BIC qu'on va déclarer. Donc voilà, donc tu l'auras compris, il y a 3 catégories d'imposition. Donc tu as la catégorie des plus-values sur actifs numériques, la catégorie des BIC, et la catégorie des BNC. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va déterminer notre catégorie d'imposition? Parce que c'est vrai, qu'est-ce qui va faire la différence, par exemple, entre quelqu'un qui va avoir une activité de trader et quelqu'un qui, par exemple, est juste là pour investir de temps en temps des crypto-monnaies, mais qui va forcément réaliser des opérations de trading. Alors à ce moment-là, ce qui va faire la différence, ça va être la fréquence de notre activité. Soit on va avoir une activité à titre occasionnel, et dans ce cas-là, on sera imposé dans la catégorie des plus-values sur actifs numériques avec la fameuse flat tax, soit on a une activité considérée comme habituelle et dans ce cas-là, on sera concerné par d'autres régimes BIC ou BNC. Alors du coup, comment est-ce qu'on fait la différence entre l'activité occasionnelle ou habituelle? Eh bien, c'est là que ça va commencer à se corser. Parce qu'en réalité, il n'y a pas réellement de critères spécifiques qui va faire qu'on va basculer d'un côté ou de l'autre. On va se baser en fait sur un faisceau d'indices qui comporte plusieurs éléments et chaque élément ne sera pas forcément à prendre en compte pour évaluer une situation. Ça va vraiment une appréciation générale qui va se faire au cas par cas. Bon, je peux quand même te donner certains éléments qui sont pris en compte. On peut prendre en compte le nombre de transactions, on peut prendre en compte l'utilisation ou non de produits dérivés, le degré d'automatisation des trades, on peut prendre en compte également le montant des transactions ou par exemple la part qu'occupent les gains sur l'ensemble des revenus du foyer. Donc voilà, alors après forcément, dans certains cas, on se doute bien qu'il va être assez facile de déterminer quelle fréquence d'activité on va avoir. Dans le cas où on a fait 2-3 sessions dans l'année sur des bitcoins qu'on avait accumulés il y a 5-10 ans par exemple et qu'on a fait que ça, bon, on se doute bien qu'on sera plutôt sur une activité occasionnelle. Par contre, maintenant, imaginons que je fasse plusieurs trades par jour, que j'utilise des bots de trading, que j'utilise des produits dérivés et que mes gains commencent à générer suffisamment de revenus pour payer mes dépenses quotidiennes, là tu te doutes bien que ça va être un petit peu plus compliqué. Alors c'est pour ça du coup qu'en cas de doute, il ne faut pas hésiter à aller voir un fiscaliste parce que pour le coup, un fiscaliste sera déterminé avec précision dans quel cas de figure tu vas te trouver, si tu es plutôt dans une activité occasionnelle ou habituelle. Alors j'ajoute quand même une petite précision qui va être importante, c'est que généralement on a tendance à qualifier l'activité habituelle d'activité professionnelle. En réalité, il y a quelques petites subtilités, c'est pas exactement ça. La fréquence de l'activité va permettre de déterminer la catégorie d'imposition. Par contre, ce sont d'autres critères qui vont servir à nous qualifier de professionnels. Et contrairement aux idées reçues, ce n'est pas parce qu'on vit à 100% de nos cryptos qu'on sera forcément qualifié de professionnel. D'ailleurs, la comparaison entre le trader et le rentier à ce moment-là est tout à fait pertinente. Alors du coup, en dépit des subtilités qu'il y a entre l'habituel et le professionnel, dans cette vidéo, quand j'emploierai la notion de professionnel, ça sera pour qualifier les traders réalisant une activité habituelle. Mais attention, c'est que dans un but de pédagogie pour que ce soit plus simple à
à comprendre. Ne va pas du tout croire qu'avec cette vidéo, tu auras l'équivalent d'une consultation chez un fiscaliste. Encore une fois, la fiscalité, c'est vraiment au cas par cas. Alors maintenant, du coup, parlons un petit peu de la déclaration et de l'imposition, que ce soit pour les particuliers, mais aussi pour les professionnels. Alors pour les particuliers, déjà, la première chose à déclarer, ça va être les comptes détenus sur des plateformes qui vont être établies à l'étranger. Donc il faudra déclarer ça dans le formulaire 3916 bis. Alors par exemple, si tu as un compte chez CoinHouse, tu n'as pas besoin de le déclarer parce que CoinHouse est domicilié en France. Par contre, imaginons que tu as un compte sur une plateforme qui n'est pas domiciliée en France, y compris d'ailleurs si elle est PSAN, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font cette confusion. Par exemple, Bitpanda qui a le PSAN, et bien à ce moment-là, il va falloir quand même le déclarer parce que Bitpanda est domicilié en Autriche. Alors il y a aussi une deuxième chose à déclarer, ça va être toutes les sessions qui auront été réalisées à titre onéreux. Donc c'est-à-dire quand on va échanger de la crypto-monnaie contre autre chose que de la crypto. Alors à ce moment-là, l'ensemble de ces transactions sera à inscrire dans le formulaire 2086 et dans celui-ci justement tu vas pouvoir déterminer la plus et moins-value de chaque session et tous les résultats de chaque session seront additionnés entre eux pour obtenir au final la plus ou moins-value générale sur l'année fiscale. Donc si ton résultat est négatif, ça veut dire que tu es en moins-value et dans ce cas-là, tu ne seras pas imposé dessus. Par contre, s'il est positif, ça veut dire que tu es en plus-value et c'est sur ce montant-là que tu te feras imposer à hauteur de 30% avec la fameuse flat tax. Alors il y a quand même un cas où tu peux ne pas te faire imposer, c'est dans le cas où la somme de tes sessions sur ton année n'excède pas 305 €. Alors attention, cette exonération ne prend en compte que la somme des sessions, hein. Il n'est pas question de plus-value. Il y a beaucoup de personnes qui font la confusion. En réalité d'ailleurs, cette exonération ne va pas concerner grand monde. Et pour finir, il y a quand même un dernier formulaire à remplir, c'est le résultat final, c'est-à-dire ta plus ou moins-value générale, il faudra la reporter sur le formulaire 2042C. Alors je rajoute quand même une petite précision concernant les sessions à titre onéreux parce que ça ne concerne pas que les conversions crypto-fiat comme certains le pensent. C'est-à-dire que par exemple, imaginons que tu vas acheter une maison avec tes crypto-monnaies, alors à ce moment-là, ça va faire partie des sessions à titre onéreux, donc à déclarer. D'ailleurs, dans ce cas-là, il y a deux possibilités qui vont s'offrir à nous. C'est soit on va vendre un peu plus de crypto que le montant de la session qu'on aura eu pour acheter la maison afin de payer l'imposition qu'on aura sur cette session. Comme ça, l'année d'après, c'est-à-dire l'année N+1, pas de souci, on va tout régler d'un coup et après on sera libre. Ou alors on a la deuxième possibilité également, c'est-à-dire que au moment où on va acheter la maison, on ne va pas vendre plus. Par contre, l'année d'après, on va être imposé. Donc à ce moment-là, c'est sur la deuxième année qu'on va vendre des crypto-monnaies pour pouvoir payer l'imposition. Et donc du coup, cette opération sera génératrice de plus-value. Et donc du coup, elle sera déclarée sur l'année encore d'après, c'est-à-dire l'année N+2. Donc voilà grosso modo pour la situation des particuliers que tout le monde connaît à peu près. Maintenant, attention, parce que comme je l'ai dit, il est possible que le particulier soit imposé dans d'autres catégories d'imposition. Et je vais te donner des exemples. Imaginons que j'ai réalisé en 2022 des plus-values très importantes. Alors à ce moment-là, il est possible que je sois assujetti à la CEHR. Donc c'est la contribution exceptionnelle pour les hauts revenus. Alors le taux de cette contribution, il a un taux entre 3 et 4%, mais attention, c'est pas uniquement sur le montant des plus-values, c'est sur l'ensemble des revenus du foyer, y compris les revenus BIC ou BNC. Un deuxième exemple, je reprends l'exemple de la maison, sauf que cette fois-ci, c'est pas moi qui achète une maison, c'est moi qui vends une maison et qui reçoit des crypto-monnaies en échange. Et bien le fait que je vende mes crypto-monnaies contre une maison ne va pas empêcher l'application du régime des plus-values immobilière et donc du coup d'être imposé. D'ailleurs dans ce cas précis, si je veux payer mon impôt sur les plus-values immobilières, il va falloir que je cède une partie des crypto-monnaies reçues logiquement. Et si je cède une partie de ces cryptos, ben forcément ça va être une opération qui va être taxable et donc à déclarer. Alors une erreur aussi qu'on fait souvent, c'est de croire que tant qu'on n'a pas vendu nos crypto-monnaies contre autre chose, on ne sera pas imposé. Alors ça c'est vrai, mais uniquement, encore une fois, quand tu es sous le régime des plus-values sur actifs numériques. Mais dès que tu vas en sortir, c'est-à-dire dès que ça ne concernera plus des sessions à titre onéreux et que ça va concerner par exemple des sessions à titre gratuit, comme des donations par exemple ou des successions, alors là, on va sortir de ce cadre-là et ça sera un autre régime qui va nous concerner. Alors un autre exemple, c'est le lending. Alors j'ai fait une vidéo à ce sujet si tu souhaites savoir ce que c'est, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le lending nous permet de générer des revenus passifs. Et tant qu'on n'a pas vendu, on va se dire, bah c'est très cool, dans ce cas-là, je ne serai pas imposé tant que j'ai rien vendu. Sauf que non en fait, parce que généralement, les revenus du lending sont imposés dans la catégorie des RCM. Pourquoi? Parce que la catégorie des RCM prévoit une imposition sur toute forme de rendement, y compris donc les cryptos. Et comme il n'y a pas dans cette catégorie un sursis crypto qui est clairement inscrit, et bien à ce moment-là, les crypto-monnaies sont imposées comme le reste. Et logiquement, quand tu vas être imposé sur tes revenus de lending, et ben il va falloir vendre une partie de tes revenus pour pouvoir payer l'impôt.
Et forcément, ça va générer une opération taxable dans le cas des plus-values sur actifs numériques. Donc voilà pour la fiscalité pour les particuliers. Donc tu vois bien que c'est peut-être pas aussi simple qu'on voudrait nous le faire croire et qu'il y a quand même pas mal de petites subtilités, donc il faut faire attention. Alors maintenant, on va parler un petit peu de la déclaration et de l'imposition du professionnel. Alors je vais quand même exclure les sociétés, ça sera plus simple. Donc pour les pros, du coup, il va falloir remplir deux formulaires, donc le formulaire 3916 bis et le formulaire 2042C. Alors attention, parce que pour les pros, il n'y a pas de sursis crypto-crypto. C'est-à-dire qu'un trader pro devra également prendre en compte les transactions crypto-crypto. Et pour le mineur, en principe, il faudra prendre en compte la crypto-monnaie au prix au moment où il la recevra. Alors je dis en principe parce qu'en réalité, il y a un autre texte de loi qui est prévu à cet effet, mais il est tellement mal rédigé qu'il est difficilement applicable. C'est pour ça que je dis en principe. Alors concernant l'imposition maintenant, alors dans le cas des régimes micro, ça sera une imposition sur le chiffre d'affaires diminuée d'un abattement. Pour les régimes réels, par contre, ça sera une imposition sur les bénéfices. Donc pour les sociétés de personnes ou entreprises individuelles, ça sera le barème progressif qui va s'appliquer. Donc de 0 à 45% plus les prélèvements sociaux. Alors sauf s'il y a une qualification de professionnel, et dans ce cas-là, ça sera les cotisations sociales des indépendants. Alors dans le cas où une société est soumise à l'IS, soit on aura une imposition de 15% sur les bénéfices, jusqu'à 42 500 €, soit on aura une imposition de 25%. Alors à savoir également que le taux réduit de 15% est soumis à certaines conditions. Alors des conditions de capital qui doit être détenu de façon directe ou indirectement à hauteur de 75% par des personnes physiques. Et des conditions également de chiffre d'affaires qui ne doit pas excéder 10 millions hors taxe. Alors bien entendu, une deuxième imposition sera à prendre en compte lorsqu'on va vouloir se verser des salaires ou des dividendes. D'ailleurs, c'est un choix très important parce que le salaire est déductible du bénéfice. Donc il sera toujours plus intéressant de se verser un peu de salaire avant de se verser du dividende dans le cas où on n'a pas d'autres sources de revenus. Donc voilà pour ce petit tour sur la fiscalité générale des cryptoactifs. Alors je précise que mes compétences et mes connaissances dans ce secteur s'arrêtent là. Donc si jamais tu as des questions, tu souhaites clarifier ton activité ou même la structurer, n'hésite pas à contacter le cabinet d'Axel Saban. Il saura répondre à toutes tes questions. Il a l'habitude de traiter ce genre de situation. Il a même encore créé un projet il n'y a pas longtemps qui s'appelle Law for Code, qui va viser à accompagner et structurer l'activité des entrepreneurs dans le domaine du Web3. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui sont intéressées, je mets le lien du site en description et en commentaire épinglé également. Alors je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui vont attendre de gagner de l'argent avant d'aller voir un fiscaliste. Alors ça, c'est une erreur qui peut coûter très cher, je vais t'expliquer pourquoi. Il faut bien comprendre que c'est très difficile, même impossible, d'optimiser un cash-out quand il aura eu lieu l'année précédente. Donc par exemple, dans notre cas, en 2022. Quand on veut faire un cash-out, vaut mieux le préparer et donc du coup aller voir un fiscaliste avant pour optimiser notre situation. En plus de ça, tu auras une activité légale et qui sera structurée. Et il est largement préférable d'avoir une activité qui respecte la loi et qui est structurée quand tu as une visite des agents de Bercy. Et oui, on n'a pas parlé des sanctions prévues par le fisc dans le cas où on est dans l'illégalité, mais je te garantis que ça peut coûter très cher. Donc si jamais tu as des questions, tu as de quoi contacter le cabinet Revo Avocat en description et en commentaire épinglé. Alors si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire parce que je peux faire d'autres vidéos sur cette thématique. La fiscalité, c'est très vaste et sachant qu'il y a eu encore des modifications pour 2023 qu'on n'a pas abordées dans cette vidéo. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le faire savoir encore une fois en commentaire. Je remercie encore une fois Axel Saban pour son aide et pour m'avoir aidé à réaliser cette vidéo et avoir vérifié que je ne disais pas de bêtises. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas aussi à me mettre un petit like, à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine, ciao!